Bonsoir Ramayad. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre, voilà, ancien secrétaire d'État au sport, aujourd'hui conseiller régional d'Île-de-France. Vous recommencez un petit peu à parler depuis cet événement. D'abord peut-être une réaction dans un instant sur Marine Le Pen, mais d'abord sur le sujet un peu de la soirée, ces policiers qui manifestent devant un tribunal et qui protestent contre une décision de justice qui condamne des policiers pour une bavure apparemment, pour un mensonge. Et ils refusent en fait cette condamnation. Écoutez, en ce qui me concerne, comme vous le savez, la tradition veut qu'un responsable politique ne remette pas en cause ou ne commente pas tout simplement une décision de justice. Je fais confiance à la justice de mon pays et je n'ai pas, surtout que le parquet manifestement a fait appel, m'interférer dans une procédure judiciaire en cours. Donc faisons confiance à la justice de notre pays où à la fois les accusateurs et ceux qui se défendent ont la possibilité de s'exprimer. Donc il m'est difficile sur un dossier en plus sur lequel je ne suis absolument pas familière. D'accord, mais le côté manifestation en uniforme devant un tribunal pour protester contre une décision de justice, ça ne vous choque pas comme élu de la République? L'exprimer, c'est exprimer quelque chose là-dessus, c'est déjà entrer dans la procédure judiciaire et je ne le souhaite pas et je n'en ai pas le droit, tout à fait. Voilà. Marine Le Pen, je le disais, elle monte dans les sondages. Depuis hier soir, elle s'affirme comme elle-même, différente de son père, prenant ses distances avec évidemment l'idéologie nazie, avec l'antisémitisme peut-être de son père et d'autres caractéristiques. Ça vous inquiète? Est-ce qu'elle peut arriver au deuxième tour en 2012? Le Front National, quel que soit son visage, m'inquiète parce que c'est un parti d'extrême droite et je ne considère pas que le fait que la fille ait remplacé le père ou aspire à le remplacer en fasse un parti plus responsable ou plus fréquentable. Absolument pas. Je combats les idées du Front National. Une bonne partie de mon engagement politique s'explique par le souhait, par le vœu que ce type de parti politique n'occupe pas l'espace qu'il a par exemple occupé le 21 avril 2002. Ça a été pour moi un vrai choc qui a aussi participé de mon engagement politique et je ne fais aucune différence entre Marine et Jean-Marie Le Pen. Voilà qui est clair. On parlera peut-être de la stratégie pour y répondre au sein de l'UMP. Mais j'aurais vous parler de vous, puisque je le disais, donc après 3 ans au gouvernement, vous avez quitté ce gouvernement. Et hier soir, vous étiez au dîner de Jean-Louis Borloo. On va vous écouter parce que ça fait écho peut-être à des polémiques en cours. On vous écoute. En tout cas, c'était un vrai bordel. Et je peux vous dire que les gens, ils ont souffert le martyre sur la route. Les gens qui ont dormi dans leur voiture, dans des gymnases, qui ont mis 3 heures pour traverser 2 arrondissements, c'était quand même l'enfer. Voilà, c'était vraiment la pagaille, quoi. Parce que j'y étais. mais les 2 arrondissements en question, c'était ceux que j'ai traversés en 3 heures. Ah, j'étais en rage. Mais bon. Alors, qui est responsable? Comment ça s'est passé? Vous reconnaissez d'abord que c'est la pagaille? Vous trouvez que Brice Hortefeux a minimisé la situation? Le bordel que moi j'ai vécu sur les 2 arrondissements était vraiment réel. Mais la question de la polémique, je trouve, n'a pas lieu d'être. Parce que on peut... Enfin, vous étiez en colère quand même. Oui, bien sûr. Mais parce que qui ne serait pas enfermé dans une voiture pendant 2h30 à faire quelques mètres. Donc ça, c'est la réaction naturelle. Mais sur un plan plus politique, je pense qu'on est dans une société où on veut absolument tout contrôler, y compris le temps. Alors, Météo France essaye de contrôler ou en tout cas de prévoir. Mais dans un cas comme l'Île-de-France, où il est si rare d'avoir autant de neige, où c'est si exceptionnel, puisque manifestement, c'est pas arrivé depuis 87. Je veux dire, on vit un enfer pendant les 2-3 heures où on est bloqué. C'est vrai, le bordel, on le vit vraiment soi-même. Mais il ne faut pas en tirer, je pense, d'analyse politique, si ce n'est d'essayer de faire mieux la prochaine fois. Et je crois que c'est bien l'intention du gouvernement. Mais alors, quand vous entendez François Fillon, oui, mais quand vous entendez François Fillon dire c'est Météo France qui est responsable, par exemple, ça vous choque pas le chef de l'administration qui reporte la faute sur sa propre administration? Ah, mais moi, je pense que Météo France ou le ministère de l'Intérieur ou Matignon
telle n'est pas la question. Aujourd'hui, voilà, c'est la fatalité des choses, du temps. Ça a duré, heureusement, uniquement 24 heures. Évidemment, c'est vrai qu'il y a des automobilistes qui ont des problèmes parce qu'avec des questions de fourrière, etc. Mais maintenant, il faut anticiper pour l'avenir et prévoir de saler les routes, de les sabler. Il ne faut pas présenter ses excuses comme elle a demandé Ségolène Royal, comme elle a demandé à François Fillon. Mais même si chacun l'a vécu très difficilement pendant 24 heures et qu'effectivement c'était un bordel monstrueux sur mes 2 arrondissements que j'ai vécu, eh bien je n'en tire pas de conséquences politiques, si ce n'est, comme l'a exprimé le ministère de l'Intérieur, que la prochaine fois on puisse mieux anticiper et être plus réactif. Mais voilà, ça arrive, c'est la vie et heureusement ça n'a duré que 24 heures. Voilà. Je le disais, donc vous avez quitté le gouvernement et hier vous étiez au dîner de Jean-Louis Borloo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez dans son écurie, que vous vous ralliez à Jean-Louis Borloo pour les prochaines présidentielles. Comment on comprend ça? On était nombreux à être invités, y compris des gens qui sont au gouvernement, comme Xavier Bertrand. Il y avait aussi Henri Guénaud, il y avait aussi Fadel Amara, il y avait Jean-Marie Bockel, il y avait beaucoup de personnalités politiques. C'était une invitation à laquelle j'ai répondu parce que je l'ai trouvée sympathique. Et nous célébrions l'anniversaire de la loi de 1905 quand même sur la laïcité. Et c'est ce qui nous réunissait, c'est-à-dire des gens qui croient aux valeurs de la République et qui sont profondément attachés à la laïcité. Donc, de ce fait, cette réunion dépassait d'ailleurs le cadre politique puisque des organisations syndicales, religieuses aussi étaient présentes. Voilà. Mais c'était un très beau moment, très convivial. Lorsque vous avez appris, votre éviction du gouvernement, votre débarquement, je ne sais pas comment on peut dire ça, comment on peut appeler ça, vous avez dit après, c'est la ligne politique, la nouvelle ligne politique du gouvernement qui était dans le fond incompatible avec mes valeurs et c'est pourquoi je me suis retrouvée à l'extérieur de ce gouvernement. Moi, j'ai un peu envie de vous dire, est-ce que ce n'était pas d'abord un problème d'autorité que le président voulait rappeler sur ses ministres, et notamment vous, qui avez eu un certain nombre de phrases, et par exemple cette dernière phrase sur le discours de Nicolas Sarkozy sur l'homme africain, qui vous avait choqué, et vous aviez une phrase en disant qu'est-ce que j'aurais pu faire? Sauter à la tribune et gifler le président de la République. C'était du second degré, et c'était par rapport à une journaliste qui me pressait sur le fait que je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi parce qu'il n'avait pas l'intention de blesser. Je n'ai pas réagi parce qu'on a extrait une phrase. Et si vous n'êtes pas content, vous attendez quoi de moi? Vous voyez, c'est dans ce sens-là que c'était dit, de second degré. Mais enfin, s'il y en a qui ont envie d'exploiter ça, qu'ils fassent. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, et la suite l'a prouvé, c'est qu'effectivement, on a une ligne politique particulière dans laquelle je ne rentre pas nécessairement. Parce que ce que je peux penser en termes de conviction sur certains choix ou directions politiques peut être audible et donc peut concrètement, gêner ça veut dire quoi? La ligne aujourd'hui du gouvernement, elle est quoi? Plus droitière, moins humaniste, moins républicaine? En quoi vous choque-t-elle ou en quoi est-elle différente? Non, je ne suis pas choquée. C'est un choix politique qui est tout à fait légitime, qui se respecte et que je ne critique pas. Vous savez, on fait partie d'un dispositif gouvernemental parce qu'on correspond par son profil, par ses choix, par ses convictions. En quoi vous ne vous reconnaissez pas? Non, c'est pas moi qui ne me reconnais. Voilà, c'est une coïncidence de deux situations. Moi, je respecte les choix du président. Non, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, moi, les sujets que j'ai portés ont toujours été assez minoritaires. Ce sont des sujets qui ont trait aux droits de l'homme, vous avez pu voir, aux questions de cohésion sociale, de jeunesse, et que j'essaye de poser dans le débat public. C'est pas forcément la priorité du moment, dans la mesure où ces priorités sont connues. Elles sont basées sur la lutte contre les déficits. Moi qui me préoccupe de savoir si on peut faire une redistribution fiscale en faveur des jeunes, c'est peut-être pas le moment. Alors je suis sûre que ce moment viendra. Mais c'est un temps politique qui, à mon avis, viendra après cette séquence-là, qui est une séquence... mais que vous comprenez, cette séquence de la rigueur, je comprends, ou en tout cas... Mais je comprends tout à fait. C'est pour ça que je l'accepte et que je suis sereine et que j'ai dit dès ma sortie du gouvernement que je n'avais aucune amertume parce que ce sont des raisons politique de fond qui explique que certains aient été intégrés dans ce gouvernement et d'autres non. C'était pas personnel? Non, je ne pense pas. Parce que sur la question de la liberté de parole, il y en a d'autres qui sont dans le gouvernement qui ont quand même eu une beaucoup plus grande liberté de parole que moi. Par exemple? Il y en a, vous pouvez regarder, et qui en ont eu beaucoup plus que moi, en tout cas. Bon, on va donc, si c'était ça, j'aurais été seule à sortir, ou en tout cas, il n'y aurait pas eu toutes ces personnalités, comme de Jean-Louis Borloo à Jean-Marie Bockel.
Alors, on va aller à Londres, hein, puisque les questions de jeunesse vous intéressent. Vous avez même écrit un livre là-dessus, Lettre à la jeunesse. Denis McShane, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes député travailliste. Et évidemment, ça a beaucoup frappé aussi en France, comme ça a beaucoup frappé en Angleterre. Hier, il y a des jeunes manifestants qui protestaient contre la hausse des droits d'inscription à l'université, et bien qui ont attaqué la Rolls-Royce du prince Charles et de la princesse Camilla. C'est un crime de lèse-majesté. Comment vous expliquez ça? C'est extraordinaire. Malheureusement, il y a une crispation ici. Donc, il y a des voyous, rien à voir avec les étudiants, les lycéens. Et la voiture très âgée, c'est une vieille bagnole de Rolls-Royce, pas du tout blindée du prince et la princesse, est arrivée pour un théâtre. Et là, des voyous l'ont attaqué en le voyant tel quel, une voiture royale, parce que la police a violemment réagi à la manifestation autour du Parlement. Il y a un jeune qui était si sévèrement frappé, il fallait une intervention chirurgicale dans son cerveau. Donc, on passe, après 20 ans de vie assez paisible ici, à des manifestations, si j'ose dire, un peu à la française. C'est l'influence française sur la violence des manifestations? Non, ah bon? non, pas du tout. Mais qu'en France, en Italie, en Grèce, peut-être en Espagne, ailleurs, on a cette habitude. Moi, jeune étudiant, j'ai assisté à des manifs qui tournaient assez violents à l'époque, mais ça est venu de nulle part parce que je crois que le peuple, et surtout les jeunes en Angleterre, sont en train de perdre toute confiance dans la classe politique. Et on voit la même chose dans les autres pays européens. Les partis traditionnels ne sont pas du tout branchés sur les désirs des jeunes. Et malheureusement, ça peut tourner à une violence, une résistance qui n'est pas planifiée par les organisateurs de ces manifs. Mais tout ce qu'il faut, c'est quelques anarchistes extrémistes venant de tous les partis de droite, extrême droite, je ne sais pas exactement, et tac, ils commencent à jeter des pierres à la police réagit, et quand ils commencent à courir partout dans la cité, absolument par hasard, la voiture, le Rolls-Royce du prince Charles était là, et c'était une cible très évidente, et c'est très très sérieux, on pose des questions, le pays est presque dans un état de choc aujourd'hui. Comment vous réagissez, Ramayad, à ce grave incident? Écoutez, ce n'est pas très étonnant parce que les jeunesses européennes sont vraiment très inquiètes et pessimistes sur leur avenir. Nous sommes un vieux continent, c'est vrai, nous en tirons légitimement beaucoup d'orgueil, mais nous vivons dans un monde qui évolue à une allure très très rapide, avec l'apparition de nouveaux géants internationaux, chinois, indiens, etc. Et nous devons nous adapter à cette situation. C'est pas facile parce que nous connaissons la crise sur le vieux continent depuis 20 ans maintenant, et les jeunes sont les premiers, avec certains seniors, à subir les conséquences sociales de cette crise-là. Et les Français d'ailleurs n'y coupent pas. La réponse. Est-ce que c'est un mai 68 en Grande-Bretagne? Denis McShane, là? Pas tout à fait, mais je ne sais pas, non. Je ne crois pas, mai 68. Aujourd'hui, c'est calme. Il n'y a pas un Danny le Rouge dans Daniel Cohn-Bendit. Le problème est assez politicien, dans le sens que les conservateurs gouvernent grâce à la présence du Parti libéral-démocrate, et eux, ils ont signé avec le sang de leur mère un promis très publicitaire avant les élections qu'en aucun cas ils vont voter pour une augmentation énorme, triplement des frais d'inscription à l'université. Et maintenant, ces libéraux-démocrates, parce qu'ils aiment bien être ministres dans une petite coalition, ils ont tourné leur veste, et il y a une colère à cette mensonge si direct. Donc là, il y a responsabilité de tous les hommes politiques élus. Et j'ai beaucoup de respect pour Mme Rama parce qu'elle est vraiment, on est très impressionné par sa présence dans le gouvernement de M. Sarkozy. Mais maintenant, on voit partout en Europe des gouvernements qui ont de moins en moins confiance dans le peuple, et le peuple qui ont moins en moins confiance dans le gouvernement. Donc ils tournent à droite, ils tournent à gauche. Madame Le Pen, ici l'extrême gauche aussi. En Hongrois, on voit des partis ouvertement antisémitiques. C'est assez inquiétant
la scène politique, le paysage politique en Europe. Merci beaucoup, Denis McShane, en direct de Londres. Donc Ramayad qui n'est plus au gouvernement depuis quelques semaines, donc à peine 3 semaines. Moi, j'ai envie de dire, après ça, Ramayad, dans le fond, la droite et la jeunesse, ça ne marche pas apparemment. Pourquoi, vous qui essayez de défendre la jeunesse, vous quittez pas l'UMP ? Mais écoutez, parce que la jeunesse n'appartient ni à la droite ni à la gauche, la jeunesse est française, et il est du devoir de tous les partis politiques de s'en préoccuper, et ceux qui ne le font pas commettent une faute historique. Et demain, même pas demain, dès aujourd'hui, les jeunes nous demanderont des comptes. Parce que c'est même pas que les jeunes. Maintenant, à la table de la famille le dimanche, c'est toutes les familles françaises qui s'inquiètent pour le petit dernier qui n'arrive pas à se loger. Jean-François Copé va vous faire une place à l'UMP ? En tout cas, moi, je lui ai fait une suggestion, celle que j'ai soumise au président de la République, de pouvoir justement traiter de ces sujets à travers la question de la cohésion sociale, puisque la crise a fait beaucoup de casse. Et je pense qu'on sous-estime cela et qu'à un moment donné, ça va nous revenir à la figure si nous n'anticipons pas sur ces préoccupations sociales, sur les questions de logement, sur les questions d'emploi, sur les questions de prise en charge de la crise au niveau social. Et donc, je l'espère que ce sera entendu, moins pour moi que pour ma famille politique et pour les Français en général. Parce que je crois que ce sujet-là sera fondamental en 2012, parce qu'il l'est déjà aujourd'hui, très ancré dans la société française.